Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Je vais continuer avec vous la lecture du roman Les Borgia de Alexandre Dumas. Donc, pour ceux qui aiment les séries, je vous invite à aller regarder la série Borgia, réalisée par Tom Fontana. Elle romance donc l'histoire des 4 personnages un peu principaux de cette célèbre famille, le père, Rodrigo, et ses 3 enfants, donc Juan, César et Lucrèce. Donc dites-moi si vous avez vu cette série, ce que vous en avez pensé, à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Je serai ravie de lire tous vos commentaires. Mais en attendant, reprenons notre lecture. Je vous souhaite un très bon moment. Le pape se leva, tout joyeux, car ce serment fait avec tant de publicité lui ôtait toute crainte d'un concile. Aussi, disposé à accorder, de ce moment au roi de France, tout ce qu'il lui demanderait, et il le prit par la main gauche, lui faisant une courte mais amicale réponse, et l'appelant le fils aîné de l'Église. La cérémonie terminée, ils sortirent de la salle, le pape tenant toujours le roi par la main, et ils marchèrent ainsi jusqu'à la chambre où l'on dépose les vêtements sacrés. Là, le pape finit de vouloir reconduire le roi jusqu'à ses appartements, mais le roi ne voulant pas souffrir, tous deux se saluèrent de nouveau et se séparèrent pour se retirer chacun chez soi. Le roi resta encore 8 jours au Vatican, puis s'en retourna au palais de Saint-Marc. Pendant ces 8 jours, toutes les choses qu'avait demandées Charles VIII furent débattues et réglées. L'évêque du Mans fut fait cardinal. L'investiture du royaume de Naples fut promise au vainqueur. Enfin, il fut convenu qu'au moment de partir le pape, contre une somme de 20 000 livres, remettrait au roi de France, le frère de l'empereur de Constantinople. Seulement, voulant pousser jusqu'au bout l'hospitalité qu'il lui avait donnée, le pape invita Jem à dîner pour le jour même, où il devait quitter Rome avec son nouveau protecteur. Au moment du départ arrivé, Charles VIII monta à cheval, tout armé, et se rendit avec une suite brillante et nombreuse au palais du Vatican. J'ai perdu ma ligne. Arrivé en face de la porte, il descendit de cheval et laissant son escorte sur la place Saint-Pierre. Il monta avec quelques seigneurs seulement. Il trouva sa sainteté dans la chambre où l'attendait le pape, ayant à sa droite le cardinal Valentin et à sa gauche Jem, qui venait, comme nous l'avons dit, de dîner à table. Et autour de lui, 13 cardinaux. Aussitôt le roi, ayant fléchi le genou, demanda au Saint-Père sa bénédiction et s'inclina pour lui baisser les pieds. Mais Alexandre VI ne voulut point souffrir, le prit dans ses bras et, avec une bouche de père et un cœur d'ennemi, le baisa tendrement au front. Alors le pape présenta au roi de France le fils Mahomet II, qui était un beau jeune homme, ayant quelque chose de noble et de royal dans l'aspect, et dont le magnifique costume oriental, contrasté par son ampleur et sa forme, avec l'habit étroit et sévère des chrétiens. Jem s'avança vers Charles VIII, sans humilité mais sans hauteur, et comme un fils d'empereur qui traite avec un roi, lui baisa la main puis l'épaule. Mais, se retournant vers le Saint-Père, il lui dit en langue italienne qu'il parlait très bien, qu'il le priait de le recommander au roi qui voulait bien le prendre sous sa protection, assurant le pontife qu'il n'aurait jamais à se repentir de lui avoir rendu sa liberté et disant à Charles VIII qu'il espérait qu'il aurait à se louer de lui si, après avoir pris Naples, il passait en Grèce comme il en avait l'intention. Ces mots furent dits avec une telle dignité et en même temps une douceur si grande que le roi de France tendit loyalement et franchement la main au jeune sultan, comme à un compagnon d'armes. Puis, cette remise faite, Charles VIII prit une dernière fois congé du pape et descendit sur la place. Là, il attendit le cardinal Valentin, qui, ainsi que nous l'avons dit, devait l'accompagner comme otage.
et qui était resté en arrière pour échanger quelques paroles avec son père. Au bout d'un instant, César Borgia parut, monté sur une mule splendidement harnachée, et faisait conduire derrière lui 6 chevaux magnifiques dont le Saint-Père faisait don au roi de France. Charles VIII monta aussitôt sur l'un d'eux pour en faire honneur au pape du cadeau qu'il venait de lui faire. Et, quittant Rome avec le reste de ses troupes, il s'achemina vers Marino, où il arriva le même soir. Là, il apprit qu'Alphonse, mentant à sa réputation d'habile politique et de grand général, venait de s'embarquer avec tous ses trésors sur une flottille de 4 galères, laissant le soin de la guerre et du gouvernement de son royaume à son fils Ferdinand. Ainsi, tout secondait la marche triomphante de Charles VIII. Les portes des villes s'ouvraient seules à son approche, ses ennemis fuyaient sans l'attendre, et, avant d'avoir livré une seule bataille, ils avaient déjà acquis le surnom de conquérants. Le lendemain, au point du jour, l'armée se mit en route, et après avoir marché toute la journée, s'arrêta le soir à Velletri. Là, le roi, qui avait chevauché depuis le matin accompagné du cardinal Valentin et de Gemme, déposa le premier à son logement et, emmenant le second avec lui, se rendit au sien. Alors César Borgia, qui avait parmi les bagages de l'armée 20 fourgons pesamment chargés, fit ouvrir l'un de ces fourgons et en tira un buffet magnifique, une vaisselle d'argent nécessaire à sa table, et comme il avait déjà fait la veille, ordonna de préparer son souper. Pendant ce temps, la nuit étant venue, il s'enferma dans une chambre tirée et dépouillant son costume de cardinal, il revêtit un habit de palefrenier. Grâce à son déguisement, il sortit de la maison qui lui avait été assignée pour son logement sans être reconnu, traversa les rues, franchit les portes et gagna la campagne. À une demi-lieue de la ville à peu près, un domestique l'attenda avec 2 chevaux de course. César, qui était un excellent cavalier, sauta en selle. Et lui et son compagnon, au grand galop de leur monture, reprirent le chemin de Rome où ils arrivèrent au point du jour. César descendit chez M. Flore, auditeur de la Rote, où il se fit amener un cheval frais et apporter des habits convenables, puis, immédiatement, il se rendit chez sa mère, qui jeta un cri de joie en l'apercevant. Car, muet et mystérieux pour tout le monde, et même pour elle, le cardinal n'avait rien dit de son prochain retour à Rome. Ce cri de joie qu'avait poussé la Vanosa, en revoyant son fils, était bien moins encore un cri d'amour que de vengeance. Un soir, pendant que tout était en fête au Vatican, tandis que Charles VIII et Alexandre VI se juraient une amitié que ni l'un ni l'autre n'avaient dans le cœur, et échangeaient des serments qui d'avance étaient déjà trahis, un messager était arrivé de la part de Vanosa, apportant à César une lettre par laquelle elle le pria de passer sans retard à sa maison. César avait interrogé le messager, mais celui-ci lui avait répondu qu'il n'avait rien à lui dire et qu'il apprendrait tout ce qu'il désirait savoir de la bouche même de sa mère. Aussi, à peine libre, César, vêtu d'un habit de laïc et enveloppé d'un large manteau, avait-il quitté le Vatican et s'était-il acheminé vers l'église de Regina Coeli. Dans le voisinage de laquelle nous avons dit, on doit se rappeler qu'était située la maison qu'habitait la maîtresse du pape. En approchant de chez sa mère, César commença de remarquer des signes de dévastation étranges. La rue était jonchée de débris de meubles, de lambeaux, d'étoffes précieuses. En arrivant au bas du petit perron qui conduisait à la porte d'entrée, il vit que les fenêtres étaient brisées et que des restes de rideaux flottaient, déchirés devant elle, de sorte que, ne comprenant rien à ce désordre, il s'était élancé dans l'intérieur, avait parcouru plusieurs appartements déserts et délabrés, puis, enfin, voyant de la lumière dans une chambre, il y était entré et avait trouvé sa mère assise sur les débris d'un coffre d'ébène, tout incrusté d'ivoire et d'argent. En apercevant César, elle se leva, pâle, les cheveux épars, et lui montrant la main de la désolation qui l'entourait. « Vois, César, lui dit-elle,
Voici l'ouvrage de tes nouveaux amis. » « Qu'y a-t-il donc, ma mère ?» demanda le cardinal. « Et d'où vient ce désordre qui vous entoure ?»« Il y a, répondit la Vanosa, en grinçant des dents de rage, que le serpent que vous avez réchauffé vient de me mordre, craignant sans doute de se briser les dents sur vous. »« Qui a fait cela ?» s'écria César. « Dites-le-moi, ma mère, et par le ciel, je vous le jure, je lui rendrai, et bien au-delà. »« Qui a fait cela ?» reprit Vanosa. « Le roi Charles VIII, par les mains de ses fidèles, alliés des Suisses. On a su que Melchiori était en voyage, et que par conséquent je demeurais seule ici avec quelques misérables domestiques. Et alors ils sont venus, brisant les portes, comme s'ils avaient pris Rome d'assaut, et tandis que le cardinal Valentin faisait la fête à leur maître, ils pillaient la maison de sa mère, l'abreuvant d'insolence et d'outrage qu'elle n'en eût pas dû attendre de plus grands des Turcs et des Sarrasins. « c'est bien, ma mère, dit César. Soyez tranquille, le sang lavera la honte. Quant à ce que nous avions perdu, songez-y, ce n'est rien à côté de ce que nous pouvions perdre, et mon père et moi, soyez tranquilles. Nous vous rendrons plus qu'on ne vous a ôté. »« Ce ne sont pas des promesses que je demande, s'écria la Vanosa. C'est une vengeance. »« Ma mère, dit le cardinal, vous serez vengée ou je perdrai le nom de votre fils. »« Ma mère, dit le cardinal, pardon, j'ai oublié la phrase. Et en ayant rassuré sa mère par ces paroles, il l'emmena au palais de Lucrèce, qui se trouvait libre par son mariage avec le seigneur du Pesaro, et rentra au Vatican, donnant des ordres pour que la maison de sa mère fût remeublée plus magnifiquement qu'avant son désastre. Ces ordres étaient ponctuellement suivis, et c'était au milieu de ce luxe nouveau, mais avec la même haine dans le cœur, que César retrouvait sa mère. De là venait le cri de joie qu'elle avait poussé en le revoyant. Le fils et la mère échangèrent seulement quelques paroles. Puis César, remontant à cheval, rentra au Vatican, d'où il était sorti 2 jours auparavant, comme un otage. Alexandre, qui était prévenu d'avance de cette fuite et qui non seulement l'avait approuvé, mais qui encore, en sa qualité de souverain pontife, avait relevé d'avance son fils par parjure qu'il allait commettre le reçut avec joie, mais ne lui en conseilla pas moins de se cacher. Charles VIII, selon toutes ses probabilités, ne devant point tarder à faire réclamer son otage. En effet, le lendemain, au lever du roi, on s'était aperçu de l'absence du cardinal Valentin. Et comme Charles VIII s'inquiétait de ne pas le voir paraître, il envoya savoir quelque cause l'empêchait de se rendre auprès de lui. Arrivé au logement qu'il avait quitté la veille, César l'envoyé apprit qu'il en était sorti vers les 9 heures du soir. Il retourna porter cette nouvelle au roi, qui se douta aussitôt qu'il s'était enfui, et qui, dans le premier mouvement de sa colère, fit connaître ce parjure à toute l'armée. Les soldats alors se rappelèrent ces 20 fourgons si pesamment chargés, et de l'un desquels le cardinal, à la vue de tous, avait fait tirer une si magnifique vaisselle d'or et d'argent, et ne doutant pas que les hôtes ne renfermassent des objets aussi précieux, ils se ruèrent dessus et les mirent en pièces, mais qu'ils n'y trouvèrent que des pavés ou du sable, ce qui prouve au roi que cette fuite était préparée de longue main et redoubla encore sa colère contre le pape. Aussi, sans perdre de temps, renvoya-t-il à Rome Monseigneur Philippe de Bresse, qui fut depuis duc de Savoie, avec ordre d'exprimer au Saint-Père tout son mécontentement d'une pareille conduite à son égard. Mais le pape répondit qu'il ignorait complètement l'évasion de son fils et en exprimait ses regrets bien sincères à sa majesté, ne sachant point où il pouvait être et affirmant en tout cas qu'il n'était point à Rome. En effet, cette fois, le pape disait vrai. César était retiré avec le cardinal Orsini dans une de ses terres où il se tenait momentanément caché. Cette réponse fut portée à Charles VIII par 2 messagers que le pape lui envoya et qui étaient les évêques de Nepi et de Sutri. Le peuple, de son côté, députa un ambassadeur au roi.
cet ambassadeur était Monseigneur Porcari, doyen de la Rote, lequel était chargé de lui exprimer tout le déplaisir que les Romains avaient ressenti en apprenant le manque de parole du cardinal. Quelque peu disposé que fut Charles VIII à se payer les paroles vides, il lui fallait faire face à des affaires plus importantes. Aussi continua-t-il, sans s'arrêter, sa route vers Naples, où il entra le dimanche 22 février de l'année 1495. 4 jours après le malheureux Jem, qui était tombé malade à Capoue, mourut au Château-Neuf. En se séparant de lui et dans le banquet d'adieu, Alexandre VI avait fait sur lui l'essai de ce poison dont il comptait par la suite faire un si fréquent usage sur les cardinaux. Ainsi, le pape s'était arrangé pour toucher des 2 mains, et dans sa double spéculation sur ce malheureux jeune homme, il avait à la fois vendu sa vie 120 000 livres à Charles VIII et sa mort 300 000 ducats à Bajazet. Seulement, il y eut un retard dans le second paiement, car l'empereur des Turcs, comme on s'en souvient, ne devait remettre l'or fratricide qu'en échange du cadavre. Et le cadavre, par ordre de Charles VIII, avait été enterré à Gaète. Lorsque César Borgia apprit ces nouvelles, il estima avec raison que le roi de France, occupé à s'installer dans sa nouvelle capitale, avait à penser à trop de choses pour s'inquiéter de lui. En conséquence, il rapparut à Rome et, pressé de tenir à sa mère la parole qu'il lui avait donnée, il signala son retour par une vengeance. Le cardinal Valentin avait à sa solde un Espagnol dont il avait fait le chef de ses bravis. C'était un homme de 35 à 40 ans, dont la vie entière n'avait été qu'une longue rébellion contre toutes les lois de la société, ne reculant devant aucune action, pourvu qu'elle fût payée le prix qu'elle valait. Don Michel Correglia, qui se fit une sanglante célébrité sous le nom de Micheletto, était bien connu comme l'homme qu'il fallait à César. Aussi, de même que Micheletto avait pour César un dévouement sans bornes, César avait en Micheletto une confiance sans limite. Ce fut lui que le cardinal chargea d'une partie de sa vengeance. Quant à l'autre, il se la réserva à lui-même. Don Michel reçut l'ordre de parcourir les campagnes de Rome et d'égorger tous les Français qu'il y rencontrait. Il se mit aussitôt à l'œuvre, et quelques jours s'étaient à peine écoulés qu'il avait déjà obtenu les résultats les plus satisfaisants. Plus de 100 personnes avaient été pillées et assassinées, et parmi ces dernières était le fils du cardinal Saint-Malo, qui s'en retournait en France et sur lequel Micheletto trouva une somme de 300 000 écus. De son côté, César s'était réservé les Suisses, car c'étaient les Suisses particulièrement qui avaient dévasté la maison Vanozza. Le pape avait à son service à peu près 150 soldats de cette nation, qui avaient fait venir leur famille à Rome et s'étaient enrichis tant de leur paix qu'en exerçant quelques autres industries. Le cardinal leur fit donner à tous leur congé, avec ordre de quitter Rome dans les 24 heures, et les États romains dans 3 jours. Les pauvres diables, pour obéir à l'ordre reçu, s'étaient tous réunis avec leurs femmes, leurs enfants et leurs bagages. Sur la place Saint-Pierre, quand tout à coup le cardinal Valentin les fit envelopper de tous côtés par 2000 Espagnols qui commencèrent à tirer sur eux avec des arquebuses et à les charger à coups de sabre, tandis que César et sa mère regardaient le carnage d'une fenêtre. Ils en tuèrent ainsi 50 ou 60 à peu près. Mais les autres s'étaient réunis, firent tête aux assassins et, sans se laisser entamer, bâtirent en retraite jusqu'à une maison où ils se fortifièrent et se défendirent si vaillamment. Mais ce n'était point là une vengeance véritable, car elle n'atteignit point Charles VIII, le véritable et seul auteur de toutes ces tribulations.
Qu'avaient depuis 1 an éprouvé le pape et sa famille, aussi César abandonnait-il bientôt ses machinations. Cette entreprise s'accomplit avec plus de facilité que le pape ne s'y était entendu. Les Vénitiens n'avaient pas vu sans inquiétude Charles VIII passer si près d'eux, et il tremblait que, maître une fois de Naples, il n'eut l'idée de conquérir le reste de l'Italie. De son côté, Ludovic Sforza commençait à craindre, en voyant avec la rapidité avec laquelle le roi de France avait détrôné la maison d'Aragon, qu'il ne fit bientôt la différence entre ses alliés et ses ennemis. Maximilien, à son tour, ne cherchait qu'une occasion de rompre la paix momentanée qu'ils avaient accordée à force de concessions. Enfin, Ferdinand et Isabelle étaient alliés à la maison détrônée. De sorte que tous ayant, quoique avec des intérêts différents, une crainte commune, furent bientôt d'accord sur la nécessité de chasser Charles VIII, non seulement de Naples, mais encore de l'Italie, et s'engagèrent par tous les moyens qui servaient en leur pouvoir, soit par négociation, soit par surprise, soit par force, à contribuer à cette expulsion. Les Florentins, seuls, refusèrent de prendre part à cette levée de boucliers et restèrent fidèles à la parole donnée. D'après les articles arrêtés entre les confédérés, l'alliance devait durer 25 ans et avait pour but ostensible de défendre la majesté du pontife romain et les intérêts de la chrétienté. De sorte que l'on aurait pu prendre ces préparatifs pour ceux d'une croisade contre les Turcs si l'ambassadeur de Bajazet n'avait pas constamment assisté à toutes les délibérations, quoique par pudeur, les princes chrétiens n'osassent point admettre en nom dans la Ligue l'empereur de Constantinople. Au reste, les confédérés devaient mettre sur un pied une armée de 34 000 chevaux et de 20 000 fantassins, et chacun s'était taxé pour un contingent, de sorte que le pape était tenu de fournir 4 000 chevaux, Maximilien 6 000, le roi d'Espagne, le duc de Milan, et la République de Venise, chacun 8 000. Chaque confédéré devait en outre lever et équiper dans les 6 semaines de la signature un traité de 4 000 fantassins. Les flottes seraient fournies par les États maritimes, mais les frais qu'elles auraient occasionnés seraient également répartis sur tous. Cette ligne fut publiée le 12 avril 1495, jour du dimanche des Rameaux, dans tous les États d'Italie et particulièrement à Rome, au milieu des fêtes de réjouissance infinie. Presque aussitôt, la publication de ces articles ostensibles, les confédérés commencèrent de mettre à exécution les articles secrets. Ces articles obligeaient Ferdinand et Isabelle à envoyer à Ischia, où le fils d'Alphonse était retiré, une flotte de 60 galères portant 600 cavaliers et 5 000 fantassins pour l'aider à remonter sur le trône. Ces troupes devaient être mises sous le commandement de Gonzalve et de Cordoue, à qui la prise de Grenade venait de donner la réputation du premier général de l'Europe. De leur côté, les Vénitiens devaient attaquer une flotte de 40 galères sous les ordres d'Antonio Grimani, tous les établissements que les Français auraient sur les côtes de la Calabre et de Naples. Quant au duc de Milan, il s'engageait à arrêter tous les secours qui viendraient de France et à chasser le duc d'Orléans d'Asti. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre lecture. Mais retrouvez-nous très vite dans la prochaine émission. Je souhaite une très bonne journée à ceux qui la commencent et une très bonne nuit à ceux qui se couchent. À très vite.